Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir donné cette belle occasion d'être parmi vous. C'est un privilège parce que sans technicien, un laboratoire ne peut pas fonctionner. C'est le maillot le plus fort dans la chaîne de la biologie parce que elle est indispensable et surtout en hémostase et notamment en hémostase spécialisée, chose qu'on va aujourd'hui essayer de voir cette approche clinico-biologique qui est pertinente en biologie, mais qui a une grande place, surtout en hémostase. Parce qu'en hémostase, vous savez qu'il y a un versant hémorragisant et un versant thrombosant, et c'est le contexte qui va dicter qu'est-ce qu'on va faire comme panel de diagnostic au laboratoire, que ce panel soit hiérarchisé selon des référentiels, et donc rien ne se fait au hasard. Ça, on doit répondre à un cahier de charges, notamment par la disponibilité d'un couple réactif automate qui doit se conformer au référentiel et en même temps avoir la maîtrise technique par le personnel qui soit technique, soit biologiste. Et donc, pour moi, c'est lorsque on parle, aujourd'hui on va se limiter au syndrome hémorragique parce que c'est le plus courant dans les demandes spécialisées d'hémostase. C'est le pain au quotidien, en quelque sorte, d'un laboratoire d'hémostase. Et l'objectif de cette approche clinico-biologique, c'est que on va se baser sur des hypothèses diagnostiques justifiées en quelque sorte par un contexte d'un patient, par son histoire personnelle de l'hémorragie, soit par son histoire familiale, et ainsi de suite. Et donc, le contexte peut être un contexte constitutionnel, ça veut dire que ce patient a hérité cette pathologie de ses parents, soit dans la vie, on a des situations où on peut avoir des troubles d'hémostase, et c'est le côté acquis des troubles de l'hémostase qui peuvent donner des hémorragies ou prédisposer à des hémorragies. Et il faut savoir que c'est comment dirais-je, c'est le contexte acquis qui est le plus fréquent dans notre demande. Et donc, pour suivre tout ça, on doit avoir le panel pertinent et justifié pour faire le diagnostic de la cause de cette hémorragie. Certes que l'hémorragie est un résultat d'un trouble qui peut intéresser l'hémostase, mais il y a d'autres maladies sous-jacentes, des traitements qui peuvent être associés, qui peuvent déclencher ou être, comment dirais-je, accompagner cette hémorragie. Et donc, ça démarre d'un bilan initial. Par la suite, on aura d'autres bilans hiérarchisés à différents niveaux qu'on va voir petit à petit pour faire une quête étiologique de cette hémorragie. Et donc, avant de traiter l'approche proprement dite clinico-biologique, il est fondamental de rappeler qu'est-ce que l'hémostase actuellement avec la vision révisée, mais de façon la plus succincte pour que je puisse respecter le temps qui m'est alloué, donc 30 minutes, je ne vais pas la dépasser. Et donc, pour vous donner qu'actuellement, il y a une vision récente de l'hémostase primaire, alors que la vision de la coagulation, elle date déjà de 17 ans actuellement. Donc, la fibrinolyse, elle aussi, a eu une autre vision qui est récente. Donc, il y a des révisions en fonction des avancées technologiques, certes, mais la compréhension physiopathologique des maladies a permis de traiter des, comment dirais-je, des visions actuelles. Et donc, pour moi, je ne parle plus d'étapes parce que il y a des questions qui se posent. Comment quelqu'un qui ne fait pas de l'hémostase primaire peut faire de la coagulation? Et donc, on peut arrêter un saignement cutanéo-muqueux, par exemple, d'une thrombopathie constitutionnelle, par un agent coagulant.
Donc tout ça me permet actuellement de parler de phénomènes qui peuvent se dérouler en même temps, mais à différentes vitesses en quelque sorte. Et donc, classiquement, l'hémostase primaire est le premier phénomène parce que la mise à nu de ce zondothélium va la déclencher, on va le voir. Ça aboutit à un petit caillot qui est essentiellement plaquettaire, par la suite qui sera consolidé par de la fibrine pour former le caillot plaquetto-fibrineux lors de la coagulation. Et une fois il y a la cicatrisation, la reperméabilisation sera permise par la fibrinolyse qui va détruire ce caillot pour générer des didymères et détruire la fibrine. Et donc globalement, l'hémostase primaire et la coagulation sont focalisées sur une surface de la plaquette. Et donc, la pièce maîtresse cellulaire de l'hémostase, en quelque sorte, c'est la plaquette. Et je me permets de vous donner ici un schéma très simplifié des principales intégrines impliquées dans l'hémostase primaire, mais les choses, parce que la plaquette activée va intervenir aussi dans la coagulation, et donc ces intégrines sont indispensables pour réaliser l'adhésion plaquettaire au zondothélium, à réaliser l'activation plaquettaire, à réaliser les changements morphologiques plaquettaires qui sont indispensables, à réaliser la relyse et par la suite l'agrégation plaquettaire pour se préparer au pouvoir procoagulant de la plaquette. Et donc l'hémostase primaire actuellement c'est quoi? Elle est déclenchée par une lésion vasculaire qui va mettre à nu le zondothélium. Et depuis 2018, il est bien établi que la première étape de l'adhésion plaquettaire, c'est la liaison de la plaquette au collagène. Donc, c'est la première étape. Donc, via les glucoprotéines 1A, 2A, 4, les glucoprotéines 4 et 6 plaquettaires qui vont adhérer à ce collagène. Une fois il y a cette liaison, il y aura un aplatissement du von Willebrand qui va faire exposer son site de liaison à la plaquette via la glycoprotéine 1B9. Et donc, une fois l'adhésion ait lieu, il y aura l'activation plaquettaire. Et cette activation plaquettaire va aboutir à plusieurs étapes. La première, pas dans l'ordre, mais sur le plan didactique pour l'apprentissage, ça peut être un changement morphologique. La plaquette, vous le savez bien que la plaquette qui circule dans le sang, elle est discoïde. Lorsqu'il adhère, il va devenir sphéroïque pour augmenter la surface de contact, suivi par la relyse, ça veut dire la dégranulation des granules alpha et des granules denses. Et vous savez bien que ces granules sont là lorsqu'ils vont être déversés, c'est pour l'amplification en quelque sorte de l'hémostase primaire. C'est ça la vision actuelle. Le troisième phénomène, c'est le métabolisme des prostaglandines plaquettaires qui va aboutir au thromboxane A2, qui est un puissant vasoconstricteur et agrégant plaquettaire. Et ça va faire exposer la glycoprotéine de B3A pour qu'il soit le support de l'agrégation plaquettaire. Et le cinquième phénomène, c'est l'exposition des phospholipides anioniques qui ont un pouvoir procoagulant. Et donc, ça annonce la coagulation, et la coagulation, comme vous le savez, elle est actuellement en 4 étapes in vivo. La première étape, elle se fait sur une surface cellulaire qui exprime le facteur tissulaire. Vous savez que le facteur tissulaire en coagulation est un cofacteur du facteur 7 activé. Le seul facteur de la coagulation qui existe à l'état basal dans les conditions normales, qui existe à l'état de trace comme état enzymatique, c'est le facteur 7 activé. C'est le seul facteur qui est à l'état activé, même à l'état de trace. Ces traces sont suffisantes pour déclencher la coagulation. Donc, l'amorce de la coagulation requiert le contact du facteur 7 activé à l'état de trace avec son facteur tissulaire pour activer le facteur 7 en facteur 7 activé. Donc, la première étape génère de facteur 7 activé qui va pouvoir déclencher une cascade d'activation pour aboutir à des traces de thrombine. Une fois j'ai la trace de thrombine, j'ai la première étape qui s'appelle l'initiation de la coagulation. Ces traces de thrombine vont déclencher ce qu'on appelle l'amplification. Ils vont engager cette fois-ci
les cofacteurs de la coagulation, à savoir le facteur 8 activé et le facteur 5 activé qui sont absents dans la première étape. Et donc, vous savez bien le rôle d'un cofacteur. C'est un accélérateur de la réaction enzymatique. Et comme ça, je vais générer davantage de thrombine lors de l'amplification. L'amplification se fait à la surface de la plaquette activée déjà, alors que l'initiation se fait sur les cellules qui expriment de façon constitutive le facteur tissulaire, à savoir les fibroblastes de l'adventice, la cellule endothéliale activée, le monocyte après activation, les cellules cancéreuses. Toutes ces surfaces peuvent offrir du facteur tissulaire, et les cellules cancéreuses notamment lors de la leucémie aiguë promyélocytaire notamment. Et donc cette amplification va se solder à la fin par une production d'une grande quantité de thrombine qui est capable d'amorcer la troisième étape qui est la propagation. Cette propagation requiert la conversion de fibrinogènes en monomères de fibrine. Ces monomères de fibrine qui seront consolidés par la suite par le facteur 13 activé, et c'est la quatrième étape qui s'appelle la stabilisation pour faire de la fibrine stable suite à des étapes d'activation. Et donc, une fois j'ai de la fibrine stable, j'aurai à déclencher, une fois il y a la cicatrisation et tout, la fibrinolyse. Et donc la fibrinolyse, son objectif, c'est de dégrader cette fibrine pour former des produits. Parmi ces produits qui sont les indicateurs de la fibrinolyse, c'est les didymères. Et donc nous, au laboratoire, toutes ces étapes, on doit les étudier in vitro. Vous savez bien que l'hémostase a démarré in vitro avec les travaux de Monsieur Quick et de ses équipes. Par la suite, mais nous, actuellement, on a une autre vision in vivo qui ne répond pas forcément à ce que se fait au laboratoire. Et donc, nous, au laboratoire, on reste toujours fidèle à l'école de Quick et ses élèves. Et donc, pour déclencher tout ça, donc après cet aperçu physiologique, on va passer à l'approche clinico-biologique. Je commence par la clinique pour par la suite parler des principales rapidement pour ne pas, parce que l'objectif c'est d'alerter le technicien que l'étude d'un syndrome hémorragique doit être motivée par un contexte qui va nous dicter comment on va travailler selon les référentiels en vigueur. Et donc, comment on définit un syndrome hémorragique selon l'OMS? L'OMS parle d'un syndrome hémorragique qui peut être spontané ou induit à un petit traumatisme. Ce syndrome hémorragique peut être cutané muqueux ou profond, donc il peut intéresser un capillaire comme il peut intéresser un vaisseau de grand calibre. Il est spontané ou secondaire à un petit traumatisme, parce que tout le monde va saigner s'il y a un traumatisme violent. Le saignement est évident, mais il y en a des personnes qui, soit spontanément, entre parenthèses, parce que rien n'est spontané, ou à minime degré de violence, il va saigner, chose qui est anormale. Et donc ça s'appelle le syndrome hémorragique. Et donc ce syndrome hémorragique, lorsqu'on va l'étudier sur le plan clinique, il est caractérisé par le degré de répétition, par les territoires d'intérêt, parce qu'il y en a des territoires privilégiés où il y a, par exemple, exagération de la fibrinolyse, tout ça. Donc il y a des territoires parce que, par exemple, l'utérus ne va pas saigner comme le os et ainsi de suite, comme le muscle. Donc, il y a toujours cette particularité du territoire touché et le nombre de territoires, et que cet accident, est-ce qu'il est constitutionnel ou acquis, ou les deux? Parce qu'il y a des terrains constitutionnels qui se compliquent de l'acquis. Et donc, dans la pratique, comme je l'ai dit au départ, c'est l'acquis, les troubles acquis qui sont les plus fréquents par rapport au constitutionnel. Mais la pertinence d'un laboratoire, toujours, c'est la prise en charge du constitutionnel. Parce que c'est ça qui va durer. Parce que le patient, en général, qui a un trouble de hémostase constitutionnelle, c'est une pathologie chronique. Il va vivre avec. Et donc, nous,
dans le cadre de diagnostic tout d'abord et par la suite dans le cadre de suivi, on est amené à connaître ce patient parce qu'il va revenir le plus souvent chez nous. Et donc le technicien en général, il se familiarise avec le patient et il va le suivre avec pertinence. Et donc ces diagnostics peuvent se faire soit dans des examens systématiques qui sont systématiquement faits, donc à l'occasion d'un bilan pour une circoncision, parce qu'on est dans un pays musulman, donc on est appelé à faire la circoncision, donc on demande un bilan de préopératoire et on s'aperçoit qu'il y a un trouble de l'hémostase qu'on doit explorer. Soit il y a un signe d'appel hémorragique, un purpura par exemple, un épistaxis, des gingivorragies. Donc il y a un signe d'appel qui va amener à consulter et par la suite on va dépister une anomalie. Donc il ne faut pas négliger le dépistage systématique parce que nos moyens de diagnostic peuvent être sujets d'erreur. Je vais pas trop insister, mais il faut savoir que quelqu'un qui est anémié peut avoir des résultats normaux, alors que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il a un hématocrite qui perturbe en quelque sorte les résultats par un excès, par exemple, de facteurs. Et donc, pour diagnostiquer une pathologie de l'hémostase, il y a deux choses fondamentales. Il y a l'anamnèse et il y a l'examen clinique. Et ces deux choses sont fondamentales afin de réussir. Donc, l'anamnèse même à la policière. Donc, pour faire l'anamnèse, il y a actuellement des applications qui sont offertes par des experts qui vont faciliter le recueil de données et les numériser et faire des scorings. Et donc, ça, c'est une affaire qui peut se faire dans un laboratoire. Parce qu'il y en a dans le laboratoire d'hémostase, des consultations d'hémostase, surtout en France. Accompagnant cette anamnèse, il y a l'examen clinique à la recherche du terrain d'intérêt d'hémorragie, de la fréquence, de l'intensité, de la répétitivité, et ainsi de suite. Donc, tout ça doit être noté afin de réussir par la suite le choix pertinent de panel à réaliser. Et donc, actuellement, comme j'ai dit, il y a les BAT qui doivent donner des scores. Ils sont soldés, honorés par des scores qui peuvent dire ce patient est un patient potentiel d'un syndrome hémorragique. Ou même on puisse écarter ce patient du risque hémorragique. Parce que c'est ça qui va conforter. Est-ce que l'anamnèse et l'examen clinique sont corrélés? Mais la chose indispensable qu'il faut connaître, qu'il y a des patients silencieux qui n'expriment pas, qui ont des scores qui sont négatifs, qui ne favorisent pas la recherche. Mais le syndrome hémorragique en post-traumatique peut être fatal. Donc, ces scores n'excluent pas le risque hémorragique, comme ils ne peuvent pas garantir la sécurité contre une hémorragie. Mais ils aident. Et donc, je dois rechercher l'histoire familiale, l'histoire personnelle, la prise de médicaments qui interfèrent par l'hémostase, que ce soit des anticoagulants, des antiplaquettaires. Est-ce que c'est un malade connu dans une famille connue et ainsi de suite. Donc, toutes ces données doivent être rassemblées et l'examen clinique qui doit être fait par un médecin, elle est indispensable parce que c'est grâce à cet examen clinique qu'on peut lier notre pathologie soit à un problème d'hémostase primaire, à un problème de coagulation, un problème de fibrinolyse ou un problème des trois ou des deux. Donc, il y en a des renseignements sur la clinique qui peuvent orienter vers des pathologies de chaque phénomène et ainsi de suite. Et donc, la taille de l'hémorragie
est fondamentale parce qu'il y a une corrélation entre le phénotype clinique et le phénotype biologique, notamment dans, par exemple, l'hémophilie où la clinique est liée au dosage factoriel. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir de l'intelligence artificielle qui gère tout ça pour faciliter le choix pertinent du panel. Et ça se fait. Et moi, je vais vous donner un modèle comment on travaille rapidement, comment on travaille chez nous au laboratoire. Tout ça doit tenir compte des considérations préanalytiques et des conditions physiologiques du contexte. Ça veut dire une femme, vous savez bien, l'hémostase est féminin. Et l'hémostase, le tube qu'on a fait a été confectionné pour la femme. Désolé de le dire, mais l'homme n'a rien à faire en hémostase. Parce que la première consultation, la première demande d'hémostase, c'est la femme qui accouche. Donc l'accouchement, c'est le premier syndrome hémorragisant qui est physiologique. Et c'est ça qui nous a amené à confectionner les tubes, 1 volume pour 9 volumes, pour un hématocrite voisin de 42%. 42%, pour votre information, c'est l'hématocrite moyen d'une femme en bonne santé. Donc toute l'hémostase a été façonnée sur la femme. Et le reste doit s'adapter, et s'il y a moyen, je vais vous expliquer davantage. Aussi, il faut tenir compte du sexe, comme j'ai dit, de l'âge, parce que l'enfant n'est pas comme l'adulte et ainsi de suite. Une chose qui est pertinente actuellement, c'est la place du groupe sanguin. Donc le groupe sanguin, AB0 par exemple, lorsque je prends quelqu'un qui est O, il n'a pas la même hémostase qu'un sujet non O, surtout les sœurs. Une sœur O et une sœur non O, ça veut dire la même famille, Wahda O, Wahda A, ils ne saignent pas de la même façon, ils n'ont pas la même hémostase, ils ne vont pas faire les menstruations de la même façon, parce qu'actuellement on sait que le O, derrière lui, il y a une augmentation de ce qu'on appelle l'Adams 13, et l'Adams 13 est lié à l'hémostase parce que c'est un éducateur de Van Willebrand. Et donc, nous, au laboratoire, on est hiérarchisé par 3 niveaux dans nos tests selon le contexte. Le premier niveau, ce qu'on appelle les tests de routine. Ces tests de routine, les voilà, vous les connaissez, je vais pas trop insister. Pour moi, ces tests peuvent être discutés, mais pour nous, c'est de la routine, c'est le premier niveau qu'on peut compléter par d'autres tests qui s'appellent tests de routine. Donc, il y a un niveau 1 et un niveau 1 prime. Ce niveau 1 prime, c'est lorsque, en fonction d'un contexte, par exemple, je vais demander l'INR, les didymères, parce que les didymères sont demandés. Un temps de saignement qui est controversé, moi je le demande plus, mais il y en a d'autres laboratoires qui peuvent le faire. Mais le conseil que je vous donne, s'il vous plaît, si l'hémorragie est évidente, il ne faut pas le faire. Ça n'apporte rien. Un temps de saignement devant quelqu'un qui a un épistaxis ou là qui a une hémorragie cutanémuqueuse, c'est une perte d'argent et c'est un acte qui est non justifié. Donc on peut le faire lorsque le patient n'est pas bruyant, ça veut dire il est asymptomatique, pour rassurer le clinicien. Mais le faire devant un syndrome hémorragique avéré, ça n'apporte rien. Donc, il est actuellement remplacé par un test in vitro temps d'occlusion, mais qui n'est pas fait dans tous les laboratoires. Comme j'ai dit, le taux de didymère est actuellement routinien. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande exagérée ces dernières années, à cause du Covid. Deuxième niveau, c'est lorsque nous, on va hiérarchiser devant des anomalies de ces tests de première intention, on va hiérarchiser les dosages factoriels en fonction des perturbations. Donc, ce que doit être reconnu, c'est que ces dosages sont hiérarchisés selon le contexte. Si je suis dans un contexte constitutionnel, je dois connaître les maladies constitutionnelles. Par exemple, soit c'est l'hémophilie A, l'hémophilie B, la maladie de Willebrand et ainsi de suite, soit il y a des déficits combinés. Donc c'est en général des déficits qui sont des déficits ponctuels, qui intéressent un facteur ou 2 facteurs en général.
Ça, c'est le constitutionnel. Il ne faut pas omettre, s'il vous plaît, le déficit combiné entre le facteur 5 et 8 qui est un déficit constitutionnel et qu'on ne recherche pas parce que il y a des gens qui ont dit que si le temps de QI qui est allongé, le TCA allongé, on fait la voie commune. Ça, c'est de la pure criminalité parce que on a oublié que dans le contexte constitutionnel, on peut avoir un déficit combiné entre le 5 et le 8. Et c'est une pathologie qui existe au Maroc. Et on a beaucoup de cas. Donc, le contexte, certes que le contexte constitutionnel, c'est en général monofactoriel ou bifactoriel le plus souvent, c'est la limite. Mais pour le contexte acquis, c'est multifactoriel. Par exemple, une insuffisance hépatocellulaire, ça va intéresser plusieurs facteurs. Donc, si quelqu'un a un temps de quick allongé, TCA allongé dans un contexte constitutionnel, on va se limiter à quelques dosages. Mais s'il est dans un contexte acquis, je dois doser tout. Parce que je risque de passer à côté d'un déficit d'un facteur ou d'un autre. Donc, il y a une stratégie selon le contexte. Pour finir avec la troisième, sans oublier que au sein d'un laboratoire, lors des de la deuxième intention, il n'y a pas que le diagnostic. Et il y a le diagnostic et le suivi. Notamment, la recherche des inhibiteurs anti-facteur 8 par Bethesda, Nijmegen et ainsi de suite. Donc, il y a le diagnostic et il y a le suivi. Pour arriver au troisième degré qui se fait dans quelques laboratoires, c'est l'étude il n'est pas fait chez nous, Donc, soit je fais l'immunophénotypage pour diagnostiquer les Bernard Soulier, Glanzmann et ainsi de suite, soit étudier les multimères de von Willebrand ou la biologie moléculaire notamment. Ça nécessite des laboratoires de troisième niveau. Et donc, je passe aux principales pathologies hémorragiques après avoir fait cette approche clinico-biologique, à savoir le contexte et les outils. Et donc, je suis capable, par ces moyens, de diagnostiquer les thrombopathies constitutionnelles, comme je puisse appliquer mon panel aux thrombopathies acquises qui sont les plus fréquentes. Mais pour moi, c'est le constitutionnel. Pour le constitutionnel, je dois choisir la technique de référence. C'est l'agrégation plaquettaire optique. Ce n'est pas l'agrégation plaquettaire par impédance. L'impédance, c'est pour l'acquis. Pour le constitutionnel, c'est l'optique. Et donc, pour faire l'optique avec des concentrations d'agonistes qui doivent être adaptées, je dois préparer le plasma riche en plaquettes. Et donc, préparer le plasma riche en plaquettes requiert un gold standard, à savoir éviter le choc mécanique. Donc, la centrifugation ne doit pas être violente et il ne doit pas y avoir de frein dans une centrifugeuse et la température doit être autour de 20. C'est ce qu'on appelle éviter le choc thermique et il y a éviter le choc mécanique, à savoir l'activation plaquettaire. Donc, pour réussir une agrégation plaquettaire, il faut éviter ces deux phénomènes. Sinon, vous aurez des aléas. Si vous n'avez pas de centrifugeuse sans frein et qui ne sont pas thermostatés, vous pouvez faire la sédimentation, très simple, et comme ça vous réussissez. Mais il faut rechercher le taux résiduel en globules rouges. Tout ça pour diagnostiquer les principales étiologies des thrombopathies, à savoir la thrombasténie de Glanzmann, le Bernard Soulier, le Poulvide, tout ça existe au Maroc. Parce qu'on est un pays où on a la consanguinité qui est suivie. Et donc le taux, la prévalence de ces pathologies qui sont considérées rares, chez nous, ils ne sont pas très rares et sont présentes avec une incidence et prévalence très augmentée. Donc, il faut garder dans votre tête que l'échec de l'agrégation plaquettaire est possible, surtout avec le Bernard Soulier, parce que il y a une thrombopénie qui est associée, et donc on peut se passer parce qu'il y a un échec technique, parce qu'il n'y a pas de la possibilité parfois d'interpréter les résultats. D'autres pathologies, je ne vais pas entrer en détail, qui peuvent être mises en évidence par l'agrégation plaquettaire et par d'autres moyens, surtout l'immunophénotypage, par cytométrie en flux, qui peuvent apporter des réponses aux troubles de l'hémostase primaire, surtout dans son versant plaquettaire. Reste la maladie de Willebrand. Il faut savoir que la maladie de Willebrand s'intéresse à
un facteur très particulier, celui du facteur von Willebrand. C'est un polymère, donc, et qui est éduqué, parce que lorsqu'il circule aux côtés de la plaquette, il ne réagit pas parce qu'il est sphérique. Et ce polymère, donc le von Willebrand, n'est pas le même partout où il existe. Il y a 4 types de facteurs von Willebrand. Il y a le facteur von Willebrand plasmatique, c'est un élève qui est éduqué par l'Adams 13. Il y a le von Willebrand sous-endothélial, c'est lui qui est derrière l'adhésion. Il y a le von Willebrand endothélial, il est en stock. Et il y a le von Willebrand au niveau de la plaquette, dans les granules alpha. Donc, 20% de von Willebrand existe dans la plaquette. Et donc, comment ce von Willebrand, nous, on va l'approcher? Moi, je suis pas d'accord avec la définition de la maladie de Willebrand, comme quoi la maladie de Willebrand est un déficit en facteur von Willebrand. Ça, c'est faux. Parce que je puisse vous donner une maladie de Willebrand où on a une agrégation, ça veut dire une hémostase correcte, et on a tout correct. Donc, ce n'est pas une maladie de l'hémostase primaire. Je vous donne c'est ce qu'on appelle le von Willebrand type 2N. 2N, lorsque je vais l'étudier, je vais trouver une adhésion plaquettaire normale. Et pourtant, il y a la maladie de Willebrand. Donc, pourquoi c'est normal? Parce que ce n'est pas une maladie de l'hémostase primaire. Donc, la maladie de Willebrand n'est pas uniquement une maladie de l'hémostase primaire. Parce que le 2N est normal pour l'hémostase primaire. Donc, l'adhésion se fait bien, l'agrégation se fait bien, mais le problème se fait par la protection de von Willebrand qui manque vis-à-vis du facteur 8. Parce que le rôle de von Willebrand plasmatique, c'est quoi? C'est de protéger le facteur 8. Donc, c'est l'anomalie au niveau de la protection du facteur 8 qui fait que je suis von Willebrand 2N. Donc, 2N, ça ressemble à l'hémophilie. C'est un déficit en facteur 8 avec une activité normale dans l'hémostase primaire de facteur von Willebrand. Et donc, pour le mettre en évidence, on doit étudier la biologie moléculaire. Donc, voilà un cas particulier, le 2N. Vous allez me dire, le 2N n'existe pas au Maroc. Ça existe. Tout existe chez nous. On a tout ce qu'il faut pour le diagnostiquer, mais malheureusement, il est confondu par l'hémophilie. Donc, on le prend pour des hémophiles à tort. Donc, c'est rare, et ça c'est sûr, il est rare. C'est pas comme en Normandie, parce qu'il est découvert dans une famille en Normandie, en France. Le N n'est pas au hasard, hein. Normandie, c'est la même chose en général, parce qu'il y a un N. Et donc, le type 2N est un von Willebrand normal pour l'hémostase primaire. Donc, gardez ça dans votre tête. Mais c'est un von Willebrand qui ne protège pas le facteur 8 au niveau plasmatique. Donc, c'est une anomalie qui va donner un déficit en facteur 8 parce que le facteur 8 qui n'est pas protégé va être protéolysé. Et donc, la maladie de Willebrand est actuellement à profiter de pas mal d'acquis. Le dernier, en 2018 notamment, c'est qu'il y a un déficit constitutif en facteur von Willebrand chez les sujets hauts. Donc, c'est quelqu'un qui est haut, physiologiquement parlant, présente un déficit de 25 à 35% par rapport à quelqu'un de la même famille, qui a le même génome, par rapport à quelqu'un de sa famille, un déficit constitutif de 25 à 35%. Tout ça est lié à quoi? Au groupe sanguin AB0. Vous savez bien que 0 n'a pas de gène A ni de gène B. Donc, c'est quelqu'un, s'il y a absence de gène A, gène B sur le chromosome 9, on va voir le gène qui est à côté. C'est qui? C'est le gène Adams 13. Donc, le gène Adams 13 est le voisin du gène A ou B sur le chromosome 9. Donc, lorsque le gène A ou B est absent, c'est comme si l'Adams 13 produit plus. Et c'est pourquoi, donc, pour récapituler, les sujets hauts produisent plus d'Adams 13. L'Adams 13, son rôle, c'est de détruire le von Willebrand. C'est une enzyme qui détruit le facteur von Willebrand. Et donc, on va voir le taux de von Willebrand diminuer dans le plasma. Hein? Et donc, prédisposition à l'hémorragie. C'est ça la seule explication. Et donc, le von Willebrand, comme vous le savez, il est indispensable pour la protection du facteur 8 par le von Willebrand plasmatique et il est indispensable à l'adhésion plaquettaire via
les glycoprotéines, avec la glycoprotéine MB9. Donc, une fois on a fini ces pathologies de l'hémostase primaire médiées par les thrombopathies et par la maladie de Willebrand, on va passer à la coagulation rapidement. Et donc, je vais parler des pathologies de la coagulation par ordre de fréquence. Il y a le constitutionnel et il y a l'acquis. Et je commence par le constitutionnel parce que c'est lui qui est derrière la souffrance au quotidien des malades. Et donc, le constitutionnel, il n'est pas fréquent, mais c'est lui qui est le plus demandé en général. Et donc, l'hémophilie A, qui est reconnue par le déficit en facteur 8, l'hémophilie B par le déficit en facteur 9, et lorsqu'on traite, on doit suivre ces taux par des dosages, et en même temps suivre la survenue d'inhibition par les facteurs antifacteur 8 ou antifacteur 9 qui peuvent survenir avec des fréquences variables et qui peuvent compliquer la prise en charge, notamment par changement de traitement, donc soit par adoption de traitements bypassants ou par des MLEBRA par exemple. Donc il est indispensable que le laboratoire suit le malade au moment du diagnostic et lors de suivi thérapeutique, parce que ce n'est pas un privilège, c'est une obligation, parce que traiter un malade sans le suivre, c'est une criminalité. Il faut savoir que la maladie de Willebrand peut s'accompagner d'un déficit en facteur 8, et donc il faut faire le diagnostic différentiel entre hémophilie A et maladie de Willebrand. Par la suite, devant un allongement de TCA, j'ai dosé le facteur 8, j'ai dosé le facteur 9. Au moment du diagnostic, je dois doser tout. Mais le troisième par intérêt, c'est le déficit en facteur 11. Si le déficit en facteur 8 et 9 sont corrélés à la clinique, le déficit en facteur 11 n'est pas corrélé à la clinique. Ça veut dire quelqu'un qui a 40% peut saigner de façon cataclysmique, une autre personne qui a 15% peut ne pas saigner. Donc il n'y a pas de corrélation entre le génotype et le phénotype biologique et la clinique, alors qu'elle est présente dans l'hémophilie. Il faut savoir que le facteur 12, certes, qui actuellement a été exclu de la vision de la coagulation révisée depuis 2007, mais croyez-moi qu'il est de retour parce que le facteur 12 fait beaucoup de choses en dehors de l'hémostase, la coagulation notamment, mais on doit le rechercher. Et ce qui est indispensable à connaître, que le déficit en facteur 12, même s'il est à 0% le taux, il ne prédispose en aucun cas au syndrome hémorragique. Paradoxalement, il peut engendrer une thrombose. Et donc, relation facteur 12 et thrombose actuellement est prouvée. Pour finir, sur le plan constitutionnel, le facteur 13, le déficit en facteur 13 est actuellement étudié, mais malheureusement, il n'interfère pas avec les tests de routine, notamment le temps de Quick et le TCA. Donc, on a un temps de Quick normal, un TCA normal, mais le déficit en facteur 13 peut être présent dans notre société. Et il faut le chercher, malgré que la clinique ne peut être, comment dirais-je, évocatrice, que si le taux soit diminué de 4% et moins. Ça veut dire, quelqu'un qui a 5% de facteur 13 peut ne pas saigner. Donc, les autres pathologies sont un peu rares par rapport à par cet ordre de fréquence, notamment les afibrinogénémies ou les hypofibrinogénémies, les déficits en 7, en 2, en 5. Mais il faut garder en tête qu'au Maroc, le déficit combiné en facteur 7, 5 et 8 existe et qu'on a beaucoup de familles qui souffrent de cette pathologie qui était diagnostiquée en 2005 sur le plan génétique. Pour ce qui est acquis, le versant acquis des troubles de la coagulation, je ne vais pas entrer en détail, mais ça dépend du contexte. Est-ce que c'est un adulte, un enfant? Est-ce que c'est un contexte d'une CIVD ou d'une hypovitaminose K, d'une thérapeutique antivitamine K? Tout ça peut donner un syndrome hémorragique. Donc, je dois connaître
le contexte acquis, je dois le documenter et avoir tous les moyens pour mettre le point sur les variations et les troubles factoriels, notamment, que ça soit de la coagulation et même de l'hémostase primaire. Et donc, l'hypovitaminose K, qui peut être due à une insuffisance hépatocellulaire ou qui peut être isolée soit par une carence en vitamine K ou par une thérapeutique anticoagulante par les antivitamines K, le versant, ça veut dire la différence entre une hypovitaminose K et une insuffisance hépatique, c'est que le facteur 5, il est déficitaire dans l'insuffisance hépatique, mais il est normal dans l'hypovitaminose K, qu'il soit induite à un déficit en vitamine K ou à un traitement. Pourquoi? Parce que le facteur 5 n'est pas vitamino K dépendant. Et donc, mais ce qui est formidable pour ce facteur 5, c'est qu'il a un intérêt pronostique dans l'insuffisance hépatique. Donc, il a un score diagnostique et un score pronostique. En pédiatrie, comme chez la particularité chez nous au Maroc, c'est que l'enfant souffre de l'hypovitaminose. Vous savez bien que l'utilisation des antibiotiques à large spectre a compliqué notre microbiote qui est là pour nous aider à surmonter la carence en vitamine K, parce qu'il est bien synthétisé par la flore saprophyte, mais malheureusement ce microbiote actuellement est tué par l'antibiothérapie donnée au large spectre, hein, et on a des problèmes. Pour terminer, je vais dire un mot sur la CIVD. La CIVD est définie par un score, et moi je choisis le score de l'ISTH parce qu'il est pertinent. Mais biologiquement parlant, même si vous avez un score au-delà de 5, il faut toujours le lier à un contexte. Le contexte, vous allez le voir de façon pertinente, que le contexte n'a que un 0. Le contexte, comme vous le voyez ici, n'a que 0 comme point. Donc, il n'intervient pas dans la pondération du score. Et pourtant, il est indispensable. Malgré qu'il est 0, il est indispensable. Ça veut dire quoi? Je prends une personne, je lui trouve 6 comme score, mais ce n'est pas un contexte d'une CIVD. Ce n'est pas une CIVD, malgré qu'il a un score de 6. Quels sont les scores de CIVD? C'est connu, ils sont bien établis. C'est les morts-nés, c'est le traumatisme violent, le sepsis, c'est des leucémies promyélocytaires, c'est le Covid. Donc, tous ces morsures de vipères et ainsi de suite. Donc, toutes ces situations est un contexte qu'on doit explorer et on doit établir le score. Si on a un score au-delà de 5, c'est une CIVD. Donc, un score biologique n'a aucun intérêt en dehors du contexte. Pour terminer, c'est l'avant-dernière slide. Comme j'ai dit, le facteur 5, il est fondamental pour juger de l'hypovitaminose, parce qu'il est normal dans l'hypovitaminose. Et lorsqu'il y a une association d'une insuffisance hépatocellulaire, on peut avoir une hypovitaminose K et le facteur 5, il est déficitaire dans l'insuffisance hépatocellulaire et il a un intérêt pronostique. S'il vous plaît, la chose qui doit être évitée, vous savez bien que le facteur 5 existe dans la plaquette. Et 20% jusqu'à 30% de facteur 5 existe dans les granules alpha-plaquettaires. Donc si la plaquette n'est pas bien gérée lors de l'écartement, parce que nous, on va travailler sur un plasma pauvre en plaquettes. On doit éviter que la plaquette soit activée pour ne pas libérer lors de la release, qui peut se faire par le froid, le traumatisme, tout ça. Hein. Ce facteur 5, on doit éviter qu'il passe dans le plasma, parce que s'il passe, il va augmenter de 30% le taux attendu. Et donc, pour finir, l'approche clinico-biologique est pertinente par le biais de ce dialogue qui est établi entre le prescripteur qui est le malade et par le laboratoire. Et ils doivent se mettre d'accord sur un panel hiérarchisé qui répond aux normes en vigueur, parce qu'il y a les consensus qui sont révisés chaque 6 mois en général, et un bon laboratoire d'hémostase, ce n'est pas un laboratoire qui a
des bons équipements. Non, je suis désolé. Un bon laboratoire, c'est un bon technicien. Et donc, c'est le technique qui fait la différence. Je vous remercie.